D'où commencer? Commençons par le fait que traiter de Pompéi, ça signifie traiter d'un contexte qui peut être étudié sous une grande quantité de points de vue. Notamment, Pompéi, pour le monde romain, est pour nous, une possibilité, un atout d'approfondissement de certains aspects de la vie quotidienne. Donc, j'aurais pu vous présenter comment ils vivaient, les Romains de Pompéi, ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, etc. Par contre, j'ai décidé de traiter un aspect qui est un peu moins connu, qui est peut-être un peu plus intriguant, si vous voulez, haute, mais pas d'un point de vue simplement de l'analyse des pratiques sexuelles des Pompéiens, et vous verrez quand même, mais d'une analyse qui puisse nous ouvrir une sorte de porte dans un monde, le monde par exemple de ce que j'appelle les subalternes pompéiens. Comment vivaient les gens qui n'étaient pas riches et donc parmi ces gens-là les prostituées? Quelle était leur manière de vivre? Comment la ville de Pompéi vivait grâce à la prostitution? Qui s'est prostitué? Dans quel contexte? Donc, essayez de comprendre un peu plus de cette ville à travers ce que cette ville nous a livré d'un monde qui est resté, parce que les sources n'en parlent pas, ou très peu, silencieux, latent. C'est un élément que Pompéi nous permet, c'est une démarche que Pompéi nous permet de faire. Alors, je sais bien que ce sera pléonastique, mais quand même, regardons un peu où se trouve Pompéi, parce que ce n'est pas anodin. Donc, Pompéi est une des villes qui se trouve le long du golfe de Naples, donc dans cette position-là. À l'époque romaine, pratiquement à 500 mètres de la mer, Pompéi avait un port fluvial qu'on peut encore aujourd'hui visiter. Donc, elle se trouve sur ce énorme cratère, ceci est un cratère gigantesque, dont le Vésuve est une petite partie. Ce cratère est encore actif aujourd'hui, donc il ne faut pas rêver. Donc, on est au sud de l'Italie, dans une région très riche, très fertile, grâce à la présence notamment du Vésuve. Donc, des cendres qui rendent fertile le terrain. Pompéi, découverte, fouillée à partir du milieu du XVIIIe siècle, voilà quelques gravures du XIXe. Alors, une photographie aérienne de Pompéi, ce qui est important. Pompéi est une ville qui fait le périmètre que vous voyez là, fait plus ou moins 64 hectares. Donc, une ville italienne, campanienne, de taille moyenne. Sans doute une ville qu'on peut définir provinciale par rapport à Rome. Pas parce qu'elle se trouve dans une province, mais parce que sa manière de vie par rapport à la manière romaine est provinciale. Une ville qui est un creuset d'ethnie, de monde, des langues. Le latin est la dernière langue parlée à Pompéi. Les Pompéiens, encore à l'époque où le Vésuve est rude, parlaient très mal, ils écrivaient très mal le latin, on le verra. Une ville donc qui était, je vous montre ce plan-là, qui était fouillée pour ses 2/3. Voilà les fortifications du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et là, comme vous voyez, là où il y a cette ligne, c'est encore à fouiller. Grâce à Dieu, à présent, on ne fouille pas Pompéi. Parce qu'il y a tellement de choses, de parties de la ville qui ont été fouillées, mais qui, au fil du temps, n'ont pas été entretenues, que, comme vous le savez, depuis quelque temps, on parle de Pompéi comme la ville qui se fonde.
À présent, grâce à des financements intéressants, importants de la Communauté européenne, 105 millions, la ville est en cours de restauration. Et je dois dire que la dernière visite qu'on a faite avec les étudiants nous a montré une ville qui est en train de renaître de ce centre. Donc, une ville qui a une taille, disons, moyenne, mais qui nous montre une sorte de flèche de lumière dans la vie, dans le monde, la vie quotidienne, la vie, disons, de tous les jours des Romains, qu'autrement, nous n'aurions pas la possibilité de comprendre et de vivre. Alors, quelle est l'idée alors de Pompéi que nous pouvons nous faire en fonction d'une analyse, d'une étude de la littérature pompéienne? Eh bien, Pompéi, né retrouvée au milieu du XVIIIe siècle, elle devient en pratique une sorte de lieu privé du roi Bourbon, de Charles III Bourbon, un lieu fouillé et contrôlé directement par la couronne, une sorte de carte de visite scientifique du royaume de Naples. Donc la connaissance de Pompéi est faite, comment dirais-je, est tracée et sort du royaume lentement en fonction des besoins, des nécessités, des négociations, même diplomatiques du roi. L'idée, en effet, qu'on avait de Pompéi est une idée de ville de rêve. Une idée de ville de rêve, parce que ce que la couronne faisait passer, c'était des objets magnifiques, des peintures luxueuses, des couleurs extrêmement brillantes dans ces peintures. Donc, un emploi nationaliste, si vous voulez, d'une certaine manière, de l'archéologie en faveur du pouvoir de la couronne du roi de Naples. De cette idée, à la fin de la période qu'on appelle du Grand Tour, c'est-à-dire ce voyage que les nobles, les gens d'un certain aisé, disons, faisaient en Italie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, de Prusse, etc., eh bien, l'idée qu'on avait de Pompéi est une idée de ville de licence. Vous voyez là, donc je repris un passage de Jérôme de Lalande. Les villes de la Campanie étaient regardées comme des lieux de volupté et de licence. Mais ça, c'est ce qu'à l'époque, ils pensaient. C'est une vision complètement romantique, si vous voulez. Une vision qui décline à Pompéi la vision de la ruine romantique. Rien à faire avec, en réalité, la vérité. Et vous voyez ici deux tableaux, l'un présent à Florence, l'autre au musée de Capodimonte, donc un des musées de Naples, où les Pompéiens, ceci, dans ce tableau-là, est repris un des locaux des thermes du forum de Pompéi, avait cette idée d'une vie joyeuse, un peu comme des sauvages, hein, mais joyeux, qui vivaient une vie, comment dirais-je, complètement détachée de la réalité et où le sexe était pratiqué, comme un peu au 68 du XXe siècle. Hein. Ça, c'est l'image qu'encore le média, aujourd'hui, veulent faire passer de Pompéi. Une vie exceptionnelle. Tandis que Pompéi est une ville comme toutes les autres. Rien d'exceptionnel. Peut-être un peu plus riche, comme on le verra. Mais elle avait une vie comme toutes les autres. Donc, ce qui est important, c'est de remettre dans un cadre historique réel, concret, cette vie. Comment faire, donc comment approcher la ville d'un point de vue, disons, sociologique? Deux groupes sociaux importants en fonction timocratique, je fais cette distinction en fonction donc des revenus, si vous voulez, de leur appartenance. Il y a les riches d'un côté, ceux qu'à Rome on pourrait appeler les sénateurs, les appartenants au patriciat, et les plébéiens. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on voit d'habitude à Pompéi, une maison romaine. Ça, c'est une axonométrie d'une des plus belles maisons pompéiennes, la plus grande maison pompéienne, la maison du Faune, avec un atrium
un premier péristyle, un deuxième péristyle. Peut-être vous la connaissez mieux de cette photo-là. On rentre dans la maison du faune, et là, il y a la statuette du faune. Cette maison, que ici vous pouvez voir restituée en 3D, pensez à une taille qui est plus grande du palais royal des rois de Pergame. Okay? À Pompéi, à cette époque, on est le 3e siècle, fin 4e avant, 3e siècle avant, les habitants samnites n'étaient pas des latins, pas des romains, étaient des samnites. Ils parlaient l'osque, qui est une langue qui est apparentée au latin, mais qui n'est pas du latin, était très riche. Cette maison, les dernières fouilles ont montré que peut-être avait un propriétaire qui avait eu des rapports de amitié avec la famille royale de Macédoine. Donc ceci est la Pompéi qu'on connaît d'habitude, une Pompéi de luxe. Mais en effet, la Pompéi qui nous intéresse, à l'occurrence dans cet exposé, est la Pompéi des subalternes. Ici, vous voyez une maison d'Herculanum, ça nous intéresse relativement peu d'un point de vue de la situation géographique, une maison qui était habitée par des artisans, par des gens, disons aujourd'hui entre 4 guillemets, j'appellerais la bourgeoisie productive, les commerçants. Et ceci est ce que, encore aujourd'hui, la plupart des visiteurs vont immédiatement regarder, visiter à Pompéi, est le bordel de Pompéi. Un des bordels de Pompéi, le plus important, le plus grand. Comme vous voyez, des espaces qui sont complètement différents, voilà comment se devait présenter la ville de Pompéi, rien de luxe, des espaces réalisés, des maisons réalisées en bâti, des insulae, donc des buildings, parfois à 4 étages, comme c'est le cas à Rome, à Ostie, qui prenaient feu rapidement, les incendies étaient pratiquement quotidiens, et où les gens vivaient souvent avec leurs petits magasins boutiques au rez-de-chaussée. Il y avait une petite escalier qui remontait à ce qu'on appelle in pergola, la pergola, donc la mezzanine, et ils vivaient là, leur vie. Si vous connaissez un peu Naples, et comment vivent certains Napolitains dans le centre de Naples, la maison qui s'appelle Basso Napoletano, c'est-à-dire une maison qui est une chambre polyfonctionnelle. Là, on mange, on dort, on reçoit, et on a des lits qui, la nuit, on peut sortir de pas mal de meubles. Mais c'est encore aujourd'hui, hein, on peut trouver encore ça. C'est une manière de vivre. C'est cette Pompéi qui nous intéresse, en effet. Et alors, commençons à rentrer dans ce monde de l'expression érotique sexuelle et voir si Lalande avait une vision un peu stéréotypée. Comment on peut le faire? Essayons de regarder un peu plus à 360 degrés et pas prendre tout de suite Pompéi comme cible de notre enquête, mais le monde antique, le monde classique. J'y tiens à souligner un élément important. Moi, je suis prof d'archéologie gréco-romaine. On ne peut pas comprendre Rome si on ne comprend pas la Grèce. On ne peut pas comprendre la Grèce si on ne comprend pas Rome. Il s'agit des deux poumons du même thorax. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ce système de rapports conflictuels ou pas, en fonction de l'époque et des moments. Et en effet, l'image du sexe est une image extrêmement répandue dans l'Antiquité. Par exemple, les vases à figures rouges et noires, les vases attiques que nous avons en Grèce à partir du 6e, fin 7e, 6e, 5e, 4e siècle, eh bien, le 25% de ce vase reproduit des scènes érotiques. Évidemment, ce sont les scènes qu'on connaît le moins, parce que les musées, parce que les publications, parfois sont extrêmement explicites. Hein. Au Louvre, il y a dans les entrepôts, il y a une entière salle de vases érotiques, aucun exposé. C'est nous que nous avons un problème par rapport au sexe, évidemment, pas les antiques. Ici, donc, un miroir, comme vous voyez, ça c'est le couvercle, et ceci est l'élément, disons, la partie interne,
un miroir provenant de Corinthe, de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, une œuvre d'art en soi, comme vous voyez, de grande qualité. C'est l'art hellénistique, la mimèse et la reproduction de la nature en tant que telle qui est là, représentée et figée. Donc une image, regardez bien cette image-là, cet amour de ce couple hétérosexuel, parce qu'on verra, il y aura aussi à Pompée l'amour homosexuel, de deux côtés, femme, femme, homme, homme, et de l'autre côté, ce que les Romains appelaient l'amour more pecodum, à la manière de brebis, ceci, et qui est représenté dans cette magnifique gravure de ce magnifique objet. Mais tout support, toujours lié notamment à la sphère privée de la chambre à coucher, une sphère évidemment qui n'est pas celle publique. Ceci est un camée provenant encore une fois de Grèce, représentant un pinax, c'est-à-dire un tableau, où on a, vous voyez, deux volets, comme si on ouvrait une sorte de triptyque médiéval, mais à l'intérieur, il n'y a pas la Vierge, les saints, mais il y a évidemment une autre scène. Une scène qui représente, voilà, à la lumière d'une lampe, ce qui s'est arrivé dans les cubicula, c'est-à-dire dans les chambres à coucher d'une maison romaine qui n'avait pas des fenêtres. Eh bien, l'amour entre cet homme-là, qui est représenté dans un geste théâtral, ça c'est le typique geste théâtral qui est encore utilisé dans le théâtre du XIXe siècle, la souffrance, l'amour, c'est comme toujours, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la codification grecque qui passe à Rome d'un moment de extasie, si vous voulez, et la femme. À Pompéi, alors là, nous arrivons plutôt en Italie. En Italie, même à une époque qui est l'époque d'Auguste, Auguste, celui qui est le censeur des activités, de la manière de vivre, celui qui va légiférer sur le fait qu'il faut avoir des enfants, que les femmes doivent porter doivent être d'une certaine, comment dirais-je, se porter à des attitudes de poudre, etc. Eh bien, à cette époque-là, en Italie, il y a la plus grande production de terre sigillée, produite à Arezzo, à Requiem, donc on est en Toscane, terre sigillée à sujet clairement érotique. Vous voyez ici, on est à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Regardez l'iconographie, c'est-à-dire l'unité formelle minimale, l'image, la silhouette, est exactement celle que vous avez vue là, à une distance de 300 ans. Donc, le monde romain assimile, coopte, si vous voulez, des expressions figurées, narratives et iconographiques du monde grec. Et voilà ici la même scène que vous avez vue sur le camée. Mais aussi l'érotisme présent à Pompéi dans des statuettes comme celle-ci, une statuette d'une Vénus qui se dénoue le pied, avec encore les traces de peinture, vous voyez, dorée. Mais ce qui nous intéresse et qui nous fait vraiment rêver, c'est qu'à Pompéi, dans une maison de Pompéi, a été retrouvée cette statuette-là. Je ne sais pas si vous la regardez bien, c'est une statuette en ivoire d'hippopotame, provenant d'Inde, de la déesse Lakshmi. À Pompéi, cela a été retrouvé. Ce qui montre bien le commerce le long de la voie de la soie à Pompéi. Une scène, donc un objet significatif et qui montre bien quelle était la capacité, disons, d'achat de ce Pompéien. Après, nous avons d'autres éléments qui peuvent nous faire comprendre pourquoi des Lalandes s'expriment de cette manière en attribuant à Pompéi cette, comment dirais-je, vision licencieuse. Parce qu'à Pompéi, en effet, pas mal de graffitis, ceci est le titre de notre conférence, et pas mal de peintures provenant des grandes maisons sont à sujet érotique, plus ou moins
explicite. Déjà, ce graffiti-là parle clairement. Je vais, vas-y, à Pompéi, la ville où l'amour est extrêmement, évidemment, doux. Mais même dans des maisons comme celle-ci, ceci est la maison des Véétis qu'on verra plus tard, vous voyez une scène, un tableau, qui représente un mythe grec. Le mythe, évidemment, de Dédale, voilà ce personnage, qui offre à Pasiphae, la femme qui est assise sur ce trône-là, dans une position royale, la vache de bois. Vous direz, mais quel est l'élément érotique? Eh bien, l'élément érotique est bien présent, et évidemment, les Pompéiens le connaissaient bien. Pour nous, le mythe aujourd'hui, c'est un peu c'est difficile à décodifier. Mais cette femme-là est une femme, Pasiphae, crétoise. Elle a des rapports, elle est enfin, d'après le mythe, la fille d'Ariane. Et cette femme-là tombe amoureuse, vous savez de qui? Du Minotaure. Mais le Minotaure, n'est pas trop intéressé par cette femme. Il préfère les vaches, au sens propre du terme. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Elle doit trouver quelque chose. Elle se rend chez l'architecte par excellence, Dédale, et lui demande de faire en sorte de trouver quelque chose, un escamotage, pour qu'elle puisse s'accoupler, en signe plegma, s'accoupler avec le Minotaure. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il réalise une vache de bois vide à l'intérieur, pour qu'elle puisse rentrer dans la vache de bois, et vous comprenez la suite. Donc, vous comprenez, l'érotisme n'était pas seulement un érotisme d'ordre direct, mais après l'interprétation de l'image, on arrivait à décodifier un érotisme plus subtil. Comme c'est le cas ici, ça c'est une scène que vous retrouverez énormément répandue à Pompéi, c'est la Vénus qui apaise Mars. Hein, et le geste de Mars est évident. C'est un geste extrêmement érotique. Il faut savoir que pour la sexualité romaine, ce n'est pas le vagin, si vous voulez, qui est l'élément le plus sexuellement connoté, mais sont les seins de la femme. Seulement les prostituées, celles de classe infime, s'enlever le soutien-gorge. C'est vraiment le plus bas niveau de la prostitution. Parce que le sein, ça représente la fertilité. Et donc, toucher le sein à une femme, ça signifie donc un acte amoureux extrêmement poussé, beaucoup plus que la toucher ailleurs. Et aussi, dans d'autres cas, donc maintenant je suis en train juste de faire un panorama, dont là, ce cas-là, c'est la maison de la Vénus dans le coquillage. Donc on est dans un cadre d'un nymphée, et vous voyez cette Vénus qui n'est pas extrêmement belle, en effet. Comme vous voyez, il faut commencer à voir qu'à Pompéi, il n'y a pas seulement des peintures magnifiques, il y a aussi des peintures extrêmement simples. Cette peinture qui représente Vénus qui sort de ce coquillage. Mais vous savez que dans le mythe, Vénus est une divinité qui n'est pas née de l'accouplement entre un homme et une femme, une divinité féminine et une masculine. Vénus est née de quoi? Est née du phallus, du pénis de Cronos, qui a été coupé par Zeus et jeté dans la mer. Vénus est née de là. Donc vous comprenez, une divinité qui a une connotation sexuelle, même hermaphrodite, elle résume en soi une identité masculine et féminine. Est-ce que le Pompéien attribuait tout ça à cette image-là? C'est difficile à dire. Mais quand même, l'image de Vénus n'est pas seulement décorative, peut avoir une signification qui va bien au-delà. Et voilà encore d'autres mythes. Le mythe, à l'occurrence ici, voilà,
c'est-à-dire qu'un homme, Léda, qui s'accouple au cygne, donc le mythe de Zeus qui s'accouple avec Léda, il y aura après des castors qui vont naître, aussi encore la même scène qu'on a vue tout à l'heure, l'amour illicite de Mars et de Vénus. Et donc, je pourrais continuer à vous illustrer énormément de sujets iconographiques représentant le sexe, l'amour, l'érotisme à Pompée. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On va essayer maintenant, une fois qu'on a établi le cadre, mythologiquement, on va essayer d'interpréter quelques éléments plus dans le détail. Et pour j'utilise comme clé de lecture, évidemment, Virgile, le poète latin. Le poète latin qui, dans cette phrase-là, que vous voyez bien, omnia vincit amor et nos quedamus amor. Évidemment, une phrase qui est pour nous une sorte de clé de lecture pour comprendre comment l'amour, décliné dans toutes les possibilités qu'on peut imaginer, peut devenir un élément important de la vie quotidienne des Pompéiens. Et donc, voilà encore des cas intéressants. Polyphème et Galatée, à l'occurrence, encore ici, une avance d'un satyre et d'une Ménade. L'image d'amour à Pompée, de l'amour à Pompée. Où, à Pompéi, on faisait du sexe. Comment, qui, pour qui et pourquoi? Eh bien donc, pour faire cela, j'ai utilisé un plan de la ville de Pompéi, que vous voyez ici, et j'ai essayé d'analyser systématiquement les lieux où le sexe peut être considéré un élément important de l'activité, disons, de la maison, de la boutique, etc. Ici, dans ce plan-là, vous voyez, au centre de la ville, je ne sais pas si vous arrivez bien à identifier, ceci est le noyau plus ancien de la ville de Pompéi, celui qui remonte même à l'âge du bronze. Là, la présence humaine remonte, disons, à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le noyau plus ancien auquel, à partir du 4e, 5e, 4e avant, vont s'ajouter les quartiers tout autour. Ça, c'est le lieu du forum. Pas loin du forum, dans un quartier plein de petites ruelles tordues, pas rectilignes, il y a, voilà ici un plan plus détaillé, le lupanar de Pompéi, le bordel, lupanar en latin. C'est la niche de la louve, ça signifie lupanar. Parce que, en latin, lupa, louve, signifie la louve, l'animal, mais signifie aussi la prostituée. Et en effet, Acca Larentia, la femme du père, disons entre guillemets, de Fausculus, donc le berger qui retrouve les deux jumeaux, d'après certains mythes, était une prostituée, ou louve. Et donc voilà le lupanar de Pompéi, qui se trouve, comme vous voyez, au carrefour de deux voies. C'est ici. Vous voyez ici encore. Imaginez que cette photo était prise là. Ceci, c'était des étudiants fatigués pendant un voyage. Et alors là, on pouvait rentrer par ici et sortir par là. 2 étages. Une dizaine de chambres de filles et des garçons à disposition. Très discrètes. On entrait et on sortait, on ne se croisait pas avec les autres. De toute manière, comme ça, on était plus libre. Et nous voyons un peu à l'intérieur comment se présenter, comment se présente encore ce lupanar. C'est un couloir, comme vous voyez, qui a une série qui s'ouvre, une série de petites pièces, mais vraiment, quand je parle de petites pièces, je parle, vous les voyez là, ce lit-là fait 1,50 m de long. Un matelas qui est en bâti, un coussin qui est en bâti et qui était recouvert par, évidemment, des couvertures, des matelas, des coussins en matériaux végétaux. Ici, je ne sais pas si vous regardez, à côté de l'entrée de chaque porte, il y avait des scènes, des images fresquées, entre guillemets fresquées, représentées. Et ces scènes-là représentent
ceci. Toutes les possibilités de prestations que les prostituées pouvaient accorder aux clients. Ok? Donc, j'utilise ici les expressions que Ovide, dans l'Ars Amatoria, utilise pour identifier les différentes positions de l'amour, si vous voulez, le Kama Sutra de l'époque. Et alors, vous voyez, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense que c'est assez explicite, mais quand même la position prona, la position pendula, où la femme est là. Vous voyez des femmes qui portent le soutien-gorge, la fascia mammillaris. Hein? C'est bizarre, elles ne sont pas nues, elles portent juste ça. La positio semisupina, ce qu'on a déjà vu sur le miroir de Corinthe, la positio prona, encore une fois, la positio prona, et ici on a même une scène qui semble faire imaginer l'accord. On prend l'accord, on se dit, voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, voilà, bon, je te donne ça, on est d'accord, bien. Sachant que dans la maison existait aussi l'appartement du proxénète, du lénon, celui donc qui s'occupait que les filles soient bien protégées, soient alimentées, des esclaves la plupart du temps, hein, donc des objets parlants, instrumenta vocalia en latin, pas des êtres humains. Et donc, mais quand même, il fallait les nourrir comme le bétail. Eh bien, et donc, ça, c'était les possibilités. Ce qui nous intéresse et qui nous fait vraiment rentrer dans la vie réelle, dans les sentiments, dans les craintes des clients et parfois même des prostituées, on a quelques graffitis de prostituées, ce que cela signifie qu'elles savaient écrire, hein, donc ce n'était pas complètement des incultes. C'était ce phrase qu'on a retrouvé à centaines dans le Lupaner, gravé par les clients, qui expriment, disons, leur point de vue par rapport à ce qu'ils vont trouver ou ce qu'ils ont trouvé. Et donc, vous voyez ici des phrases Arpocras hic cum drauca bene futuit denario. Le verbe future, je pense que c'est en français assez clair. Hein? Arpocras, un homme d'origine, qui est un nom d'origine grecque. Ici, avec Drauca, le nom de la fille, un nom d'art. Drauca, c'est une sorte de dragon. Hein? Donc la fille qui peut s'exprimer comme un dragon, a bien foutu pour un denier. Il a payé un denier. Énormément. Il a payé énormément. Un denier, c'est une monnaie d'argent. Ça coûte. C'est comme, aujourd'hui, c'est toujours difficile de dire, mais ça, c'est vraiment une sorte de escorte de haut vol. Hein? Donc, vous voyez, on a même des différents prix. Là, par contre, une autre fille, imaginez de rentrer, c'est une sorte de message publicitaire. Sum tua aere. Je cite, je peux me te vendre au prix d'à 10 centimes. Aere, c'est-à-dire une monnaie de bronze. Un verre de vin coûtait 2 de ce pièce-là. Ici, extrêmement cher, là, vraiment presque donné. Vous comprenez donc cela, dans une vision sociologique, ça nous permet de dire qu'il y avait une clientèle différente, qu'il y avait des prostituées qui avaient évidemment des compétences cultivées ou non, et qui donc il y avait une sélection pour le marché. C'est un peu cynique de dire comme ça, mais ça c'est ce qui nous intéresse. Encore, hic ego puellas multas futui. Ici, j'ai foutu énormément de filles, multas puellas. Alors là, nous rentrons dans l'autre côté. Secundus pedicavit pueros lugentis. Secundus a pris des garçons littéralement pleurants,
qui peut être dans le double sens, parce qu'ils ont eu du mal, ou parce qu'ils ont bien, comment dirais-je, profité de l'occasion. Et donc, comme vous voyez, nous pouvons bien comprendre que dans ce même bordel, il y avait aussi, on pouvait trouver de l'amour homosexuel. Des filles et des garçons. Et aussi une prostituée qui, évidemment, s'exprime d'une manière directe. Elle dit « Iucundus male cala ». Iucundus enfonce mal, il n'est pas trop fort, il n'est pas trop puissant, si vous voulez. Hein? On peut traduire de cette manière-là. Donc cela nous montre vraiment un monde en direct qui est aussi, comment dirais-je, davantage présenté par les graffitis, les dessins sur le mur des gens. On pensait des gens qui attendent, des gens qui sortent et qui laissent la trace, ils signent leur présence. Et donc vous voyez ici le client et la fille. Ou encore, là on a vu des textes commerciaux, si vous voulez. Ici on voit des textes qui sont un peu plus poétiques, d'une certaine manière, davantage parce qu'ils sont certains, même gravés, ils sont de vers poétiques. Donc là on a, ça c'est, comme ça vous pouvez voir comment les Pompéiens écrivaient, les Romains, ça c'est l'écriture cursive romaine. Hein? On est habitué à voir la capitale, la grande capitale, mais les Romains écrivaient comme ça. Feliciem somnum quitecum nocte quiescet, ego hoc ego si facet, multo felicior esse. Il est heureux, c'est lui qui peut dormir avec toi la nuit. Si je faisais ça, je serais beaucoup plus heureux. Donc c'est une phrase poétique qui est un client adresse à une prostituée. On a même le cas, et même les sources nous racontent, le cas de clients qui tombent amoureux des prostituées. Pour un Romain, c'était la honte totale. Une prostituée est, je répète, un objet. Mais ça le montre bien. Encore une autre. Vasia quaerapui quaeris formosa quella, accipe quaerapui ton ego solus, ama, quisquis ama valeat. Vasia, ça c'est un mot que si vous prenez les poésies de Catulle, il est partout, Vasia. Ce que les Anglais appellent le kisses, hein? Mais ici avec une signification un peu plus concrète, hein, d'un petit baiser. Mais quand même, les petits baisers que j'ai volés, que je t'ai volés, donc les rapports sexuels que je t'ai volés, tu es en train de chercher, oh, magnifique fille, prends-les en retour. Des baisers que, en effet, moi, pas seulement moi, je t'ai volé, mais pas mal d'autres. Aime-moi, impératif, aime-moi. Quiconque aime est bien, peut bien vivre. Voilà. Donc, comme vous voyez, un monde qui nous montre donc que dans le bordel, il n'y avait pas seulement des gens qui utilisaient des expressions comme celle-là, secundus pellicade, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour un amour, je dirais, concret, et des gens qui, évidemment, savaient écrire, mais peut-être ils ne savaient pas exactement, n'avaient pas une culture. Là, il y a des gens qui savent écrire dans un latin extrêmement bien cultivé, et même ils savent composer des vers. Des vers. Ça, c'est pour nous très important, parce que ça nous montre que dans ce bordel, il y avait donc une confluence de, entre guillemets, classes sociales. Et après, nous avons des scènes, comme celle-ci, encore une fois, une scène qui montre bien lente impelle, je m'excuse, mais lentement, enfonce lentement, s'il te plaît, avec cette femme qui porte la fascia et qui porte une sorte de perruque qui là date de l'époque flavienne. Donc on est pendant les années 60.
Et encore là, donc, une image d'une prostituée qui s'adresse à ses clients en disant ben, écoutez, calmez un peu les ardeurs au premier coup, hein, parce que ça peut être compliqué. Donc le bordel est le lieu du sexe payant. Mais en effet, il y a d'autres sites à Pompéi où on peut aller chercher du sexe. Des sites qui sont un peu moins connus, un peu moins évidents. Et donc, à Pompéi, si vous connaissez un peu la ville, à Herculaneum, il y a plein de thermopolia. En vérité, thermopolium est un mot latin qui n'a jamais été utilisé par les Romains. C'est une sorte de création moderne. Le mot que les Romains utilisaient pour identifier, je dirais, ce que pour nous est un fast-food, hein, plus ou moins, McDonald's, quick, hein, est ce mot-là, popina, ou caupona, un lieu où on peut rentrer, on peut manger quelque chose de chaud, on peut boire quelque chose, on peut jouer avec d'autres personnes là, au dé ou aux cartes, etc. Et après, on peut monter in pergola, parce que la même servante qui vous a servi du vin peut se transformer en prostituée. Et donc, nous avons énormément de popinae, de ce lieu de consommation d'alimentation rapide, on the road, je dirais, qui présente les traces des espaces pour les aventeurs à caractère sexuel. Et même des scènes de petites, comment dirais-je, de petites bandes dessinées, je pourrais les définir même comme ça, des bandes dessinées de l'époque, où dans la popine, on a la servante qui arrive avec sa cruche de vin et le verre, et les deux clients qui disent « Hoc, hoc, c'est à moi, c'est pour moi ». Et l'autre répond « Non, mea est, non, c'est la mienne, c'est pas la tienne ». Et la femme qui arrive, elle dit « Voilà, mais c'est pour, j'en ai pour tous les deux. Ici, peut boire même océan. » Ils vont boire, ils vont jouer. Hein? Là, on a exi. Voilà, ça c'est ce que je descends, c'est-à-dire le numéro que j'ai sorti. Et l'autre dit non, c'est pas un 2, c'est un 3. Donc, c'était même un échange à propos du travail, du jeu qu'ils sont en train de faire. Et après, nous avons la même scène que nous avons vue tout à l'heure dans le bordel, les deux personnages, le client et la servante, qui s'accordent. Qui s'accordent, évidemment. La scène continue, mais elle est très abîmée, pour aller monter dans la maison et consommer. La présence de lieux de prostitution non, disons, légalisés, c'est-à-dire qui ne sont pas tels, qui ne sont pas connus comme tels, qui n'ont pas une seule fonction de la prostitution, est connu déjà dans les sources du droit romain. Ulpien, au IIIe siècle, dit qu'il faut interdire que les kauponae, les popinae, puissent être utilisés comme lieu de prostitution. Il faut éviter, il faut que le bordel soit un bordel et que la popine soit autre chose. Mais quand même, à Pompéi, de type de popine, il y en a énormément. Je vous montre quelques exemples encore. On a déjà vu cette scène-là. Encore notre caupone. Avec cette aquarelle du 19e siècle, malheureusement, la peinture n'existe plus aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir comment c'était du sexe, disons, même joyeux. Ils sont en train de se promener sur des fils, hein, donc ils font le chocolier, hein, d'une certaine manière. En mouvant, faites attention, la femme porte, voilà, le soutien-gorge, elle boit du vin. Ça, c'était absolument interdit. Une femme romaine ne pouvait pas toucher le vin. Seulement les prostituées peuvent le faire, ou les femmes étrusques.
Les Romains considéraient les femmes étrusques toutes prostituées, parce qu'elles buvaient le vin. Encore d'autres scènes, comme celle-ci, hein, un magnifique bas-relief en marbre, où on a une positio pendula, avec toujours ce personnage qui a cette attitude, disons, théâtrale. Mais aussi, un autre lieu de prostitution sont les thermes. Ça, c'est vraiment une découverte, parce qu'à Rome, évidemment, les thermes impériaux d'époque, à partir de l'époque de Néron, de Titus, de Trajan, de Caracalla, de Domitien, jusqu'à arriver au dernier terme construit à Rome, c'est-à-dire celle de Constantin, sur le Quirinal, eh bien, l'image de la prostitution, le fait qu'il y avait des espaces aptes à la prostitution, pour nous, était absolument inconnu, on ne savait rien. Tandis qu'à Pompéi, les thermes pompéiens, ici je vous montre, je les situe, les plus importantes sont les thermes que vous voyez là, les thermes Porta di Stabia, les thermes centraux, mais il y a un petit complexe thermal, rentrant à Pompéi par la Via di Porta Marina, un petit complexe thermal qu'on a visité l'année passée avec les étudiants, qui était réouvert grâce aux interventions de restauration financées par la communauté européenne. Il s'agit des thermes suburbains. Vous les voyez ici. Voilà, il y a la montée à la Porta di Via Marina, et ceci est le complexe monumental. Dans ce terme, nous avons ici le plan. Donc, c'est un espace assez petit, hein, il ne faut pas imaginer quelque chose de très grand. Mais dans cette salle-ci, la salle 7, que nous pouvons considérer un apoditerium, c'est-à-dire un vestiaire, là où le client rentrait, déposait ses vêtements, ses chaussures, et laissait ça sous contrôle de son esclave, eh bien, dans cet apoditerium, voilà ici la salle en restitution 3D, nous avons retrouvé des traces, évidemment, d'une planche qui était utilisée pour déposer ses vêtements, ses chaussures, et sur la paroi, ici voilà la trace de la planche, une série d'images, que je vais vous montrer un peu plus dans le détail, voilà ici. Je ne sais pas si vous regardez bien. On a une planche sur laquelle sont appuyés, c'est un dessin en fausse perspective, des boîtes vides. Des boîtes semble des boîtes en bois vides. À chaque boîte, un numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Probablement, ça c'est l'image de comment se présentait à l'époque la salle. Il faut imaginer des planches sur lesquelles étaient appuyées des boîtes vides dans lesquelles chacun pouvait déposer ses affaires pour entrer dans les thermes. Et chaque boîte présente en dessus des images de sexe que je vais vous illustrer. Pendula Venus, on l'a déjà vu, Positio Semisupina, Fellatio, Cunnilingus, je continue, couplement sexuel de femmes, trio, 2 hommes et une femme, simplegma, c'est l'embrassement, hein. Quatuor, ça c'est vraiment une orgie, hein. 2 hommes et 2 femmes, et ici même quelqu'un qui devait être utilisé comme sorte de phénomène de cirque, hein. Quelqu'un qui est atteint par une grande maladie, et donc il a une bourse qui est gigantesque, donc même une image qui veut susciter l'hilarité. Et comme vous voyez, on a cette boîte-là à présenter, qui sont l'image de comment devait fonctionner. Et même dans la même salle, on a cette inscription, ce graffiti, qui est là. Si quis hic sederit, le Pompéien ne connaissait pas trop la consecutio temporum du latin de Cicéron, hein, mais quand même. Si quis hic sederit, legat hoc ante omnia.
Si qui future voluit, atticem quaerat assibus decem sex. Si quelqu'un veut s'installer ici, littéralement veut s'asseoir là, il faut que d'abord, si vous voulez, lègue hoc, c'est-à-dire qu'il laisse, qu'il lie bien ses vêtements à quelque chose, ou peut-être qu'il le laisse sous contrôle de son esclave. Si quelqu'un veut bien prendre atticem, si quelqu'un, veut future, veut faire de l'amour, eh bien, qu'il cherche atticem. Elle a un prix de 16 as de bronze. Donc, dans la même salle, on peut déposer ses affaires. Il y a une recommandation, posez-les bien, mais liez bien, parce que quelqu'un peut les voler. Mais quelqu'un, s'il veut, peut même chercher la prostituée Atticem qui coûte pas cher. Et voilà ce que Atticem et ses amis et ses filles peuvent vous offrir. Donc, un lieu, les termes qui est aussi des prostitutions, et cela nous donne un élément supplémentaire par rapport à ce qu'ils étaient les activités des termes romains. On a aussi d'autres lieux où l'érotisme, la sexualité est présente à Pompéi. Et c'est évidemment la domus. Je parle des grands domus. Les grands domus, disons, des notables, les riches domus de l'époque samnite qui vivent jusqu'à l'époque de l'éruption. Ici, j'ai noté quelques maisons qui présentent des caractéristiques de peinture, des scènes, des objets à caractère sexuel. Donc, vous voyez, répandus et diffuses partout, un peu à Pompéi. Donc, on a la maison de Betti, la maison de Caecilius Jucundus, la maison du Centenaire, où j'ai fouillé, que je vous montrerai, la maison du Ménandre, une des grandes maisons, la maison de l'impluvium du Balimpluvium. Donc, vous voyez, extrêmement répandu. On va voir quelques cas. La maison de Betti est une petite maison de la fin de la vie de la ville, c'est-à-dire une maison qui a été restaurée après le grand tremblement de terre de l'année 62, qui a vraiment mis à genoux la ville de Pompéi, qui a fait en sorte que les grandes familles des notables, des aristocrates de la ville quittent la ville. Donc la Pompéi que nous connaissons, celle de l'année 779, est une ville des commerçants qui ont occupé la ville, qui ont essayé de la relancer dans la vie, mais ce n'est pas la grande ville du passé prestigieux. Parce qu'évidemment, le tremblement de terre entre 62 et 79 était pratiquement quotidien à Pompéi. Un peu ce qui se passe aujourd'hui en Italie centrale. Donc, ceux qui pouvaient en quitter la ville. Cette maison-là, qui est tout à fait petite, est une maison de deux frères qui s'appelle Betti. Et à l'entrée de cette maison, dans l'atrium, un petit atrium, nous avons cette image, dans les fauques, là, c'est-à-dire l'entrée là, cette image de priape phallophore, ou plutôt phallostate. C'est-à-dire un priape, comme vous voyez, qui a un phallus gigantesque, qui est placé sur une balance, et sur l'autre côté de la balance, on a un sachet de monnaie. C'est quoi? C'est la fortune. C'est la fortune qui est adressée à tous ceux qui rentrent dans la maison. Il faut savoir une chose anecdotique, mais qui est intéressante à retenir. Si vous avez visité Naples, et si vous avez visité un des quartiers de Naples, où il y a Via di San Gregorio Armeno, c'est la voie, une des voies, disons, le plus connu de Naples, parce que c'est la voie de la crèche, là où est née la crèche napolitaine. Eh bien, vous verrez qu'entre l'enfant Jésus, la Vierge et les personnages, les Napolitains vendent de petits cornets rouges, porte-bonheur, rouges.
Et ces cornets rouges, c'est ce que le christianisme a transformé, mais à l'origine c'était ça. Okay? Donc la tradition apotropaïque, c'est-à-dire le phallus c'est quelque chose qui tient loin le mauvais œil, est resté en compagnie jusqu'à nos jours, évidemment transformé, d'une certaine manière métamorphosé par une influence chrétienne. Mais ça existe encore aujourd'hui. Et le cornet, on ne peut pas l'acheter. Il faut que quelqu'un l'offre. Parce que sinon, ça porte malheur. Parce que le phallus, on ne peut pas l'aller chercher, mais il faut quelqu'un qui vous l'offre d'une certaine manière. Donc, il y a anthropologiquement la conquête amoureuse derrière. Et voilà donc ce qu'on retrouve dans la maison de Verdi. Et encore, cette scène que vous direz, n'a rien de érotique, elle se trouve dans cette pièce-là, dans le triclinium N. En effet, c'est une scène qui représente la pensée de chez ça. La psychanalyse de Freud a vraiment fait bien son travail. Eh bien, c'est le rêve sexuel de pas mal d'hommes. Encore aujourd'hui, il s'est trouvé entouré par une série de femmes qui sont là. Évidemment, à la fin, on trouve la mort, mais une mort qui est très belle. Ça, pour certains. Encore, dans ce cubiculum-là, dans une petite pièce séparée et extrêmement, disons, lointaine par rapport à l'entrée de la maison, donc des scènes érotiques, comme vous pouvez voir, à l'occurrence là. Et comme vous voyez, il s'agit des mêmes scènes qu'on a déjà vues. Il s'agit des scènes stéréotypées, standardisées. Il faut savoir que cette petite pinakes, de cette tablette, ces représentations picturales, que les Romains apprennent des Grecs, eh bien, nous savons qu'il y avait un premier collectionneur de scènes pornographiques, c'est Joueton qui nous raconte, c'est l'auteur Tibère, qui aimait garder dans sa chambre à coucher des images à sujet érotique. Eh bien, c'est probablement cette image. Autre maison, voilà encore un phallostat, mais on a déjà vu. La maison 9 de Pompéi, de la région 9, vous la voyez ici. On a une pièce, maintenant vous connaissez un peu le style, le même sujet, et exactement les mêmes peintures. On a même identifié 2 ateliers spécialisés dans cette image-là, et qui sont toujours les mêmes, qui sont actifs à Pompéi entre le 62 et le 79, et sont les ateliers qui sont les plus actifs à Pompéi. Pourquoi? Pour une simple raison qu'on va voir dans la maison du centenaire. Cette maison-ci, que quand j'étais étudiant, en pourtant pas encore étudiant, j'étais déjà à Paris, donc quand j'avais 25 ans, j'ai eu le privilège de fouiller avec mes professeurs de Bologne, eh bien, nous a livré une nouvelle réalité. C'est une grande maison qui remonte à la fin du 4e avant, début 3e avant Jésus-Christ. Mais maison qui a vécu pendant 3 siècles et demi, et donc qui a énormément de phases. La phase ultime de vie de cette maison-là, ça se date entre le 62 et le 79. C'est une phase qui voit la maison transformée de lieu résidentiel à lieu productif. Les propriétaires d'époque précédente, les notables, ont quitté la maison, probablement l'ont laissée à la gestion de leurs affranchis. Et les affranchis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé les pièces que vous voyez ici le long de la rue, la rue qui amène jusqu'à là, les ont transformées dans un quartier à lumière rouge pour accueillir les clients.
Et donc, nous avons ces trois pièces-là, nous avons fouillé ces trois pièces-là, et nous avons remarqué que ces pièces présentaient des scènes à sujet érotique comme celle-ci. Et c'est le cas pour pas mal d'autres maisons de grande taille, de grande beauté, qui sont transformées en maisons de loisirs, du moins une partie des quartiers à cette époque. Encore un cas, la maison de Belling-Plouville, que vous voyez là, une maison allongée, difficile voilà, qui a des caractéristiques un peu différentes, mais comme vous voyez, dans le cubiculum, on a encore une scène à sujet érotique. Comme vous voyez, les scènes sont identiques, présentent vraiment les mains de 4-5 peintres, probablement. Une très belle maison de Pompéi, par contre, la maison du Ménandre, très ancienne, très riche, très, disons, ornée. C'est une maison qui est le résultat de l'achat, au fur et à mesure du temps, d'une série de îlots contigus par la même famille. Cette maison a une richesse absolue par le fait qu'elle a ici des thermes privés, un balneum. Et ce balneum est décoré par des mosaïques que je vous montre là. Cette mosaïque-là qui présente ce pygmée ityphalique. Pour les Romains, les pygmées étaient une population, c'est comme ça qu'ils le décrivent, des cons, hein, qui n'avaient pas trop d'intelligence, mais qui étaient bien réputés pour leur sexe. Et si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est ça? On s'est débattu énormément là-dessus. En effet, ceci, ça semblerait être, à l'entrée des termes, une image qui représente le sexe féminin. Le sexe féminin, évidemment, il y a un débat énorme. Et aussi, dans les mêmes termes, les pygmées représentés, vous les voyez ici, pêcheurs, nageurs, avec toujours la représentation ityphalique. La même maison qui présente des scènes érotiques dans les mosaïques, donc beaucoup plus prestigieux, a livré aussi des magnifiques objets en argent, des coupes. Vous voyez là, cette coupe-ci, l'amour entre Mars et Vénus, et de l'autre côté, un tillage marin à sujet érotique. Donc, comme vous voyez, la présence érotique, la présence du sujet sexuel est à la fois dans le monde, disons, du commerce, mais aussi chez les maisons les plus prestigieuses. Toute dernière découverte faite à Pompéi, dernière, je parle aussi déjà de 2003-2004, donc ça fait déjà quelques temps, on a fouillé le long de Via dell'Abbondanza, qui est la voie que vous voyez ici, qui était, disons, la Main Street de Pompéi entre le 62 et le 79. C'est là le cœur de la ville, après le tremblement de terre de l'année 62. Le forum est délaissé, est abandonné. Les monuments du forum, comme on les a trouvés, fouillés au temps moderne, s'est trouvé dans un état de ruine. Donc les Pompéiens n'ont pas suivi ou reconstruit le forum. Ils étaient plus intéressés pour tout ce qui était les exercices commerciaux. Notamment, dans cet îlot-là, on a fouillé un îlot qui présente une boulangerie. On a fouillé une véritable boulangerie. On a retrouvé des pains de l'époque. Et on a appelé la boulangerie des amants chastes. Parce que cette boulangerie-là, ceci est bien de l'Abbondanza, on a entré par ici, il y avait un four. À côté du four, il y avait l'étable, voilà l'âne retrouvé qui est utilisé pour faire tourner la meule. Et le four, si vous connaissez le four pompéen à pizza, c'est identique. Vraiment le même type de four. Et à côté du four, par la meule, à côté du four, dans cette pièce-là, on pouvait consommer, évidemment, le pain en compagnie de filles. Voilà l'image qu'on a retrouvée sur cette paroi-là. Voilà une image de personnes ivres
il doit ivre de ce riton, hein, ça c'est un riton, donc un pot en forme de corne, entouré par des étairai, c'est-à-dire des éthers, des courtisanes, des prostituées. On appelait la boulangerie des amants chastes parce qu'elle était fouillée après les termes suburbains. Là, l'amour est explicite, ici, est un peu plus, disons, indirect. Vous voyez donc la scène du banquet. Donc, c'était une sorte de fast-food, encore une fois, qui est restauré, réaménagé, ouvert entre le 62 et le 79 pour accueillir les gens qui vivaient dans ce quartier. Tout cela, ce que nous avons vu, ça c'est une sorte de notation d'ordre, je dirais plutôt méthodologique ou interprétatif. Ça relève de l'art, l'image que nous avons vue, ou plutôt de l'artisanat. Je vous montre bien cette scène, vous pouvez bien voir qu'il s'agit d'images réalisées rapidement. Ce sont des images que je pourrais appeler d'impressionnistes. Il faut les voir de loin, il faut les voir avec ces clairs-obscurs. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, si vous voulez, de haut de gamme, mais un artisanat qui était fonctionnel à réaliser des images publicitaires, des images qui devaient attirer, accrocher l'attention du client, du moins pour certains. Vous voyez donc, le soutien-gorge est caractérisé par un coup de pinceau rouge et pour faire l'ombre, l'ocre est un peu plus foncé. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant. Et c'est la production artistique plus évidente à Pompéi à la fin de sa vie. Ça, c'est de l'artisanat. Ça, par contre, c'est de l'art. Vous voyez la différence. Et c'est toujours Pompéi. Mais ceci date de la fin de l'époque augusteine, donc une phase beaucoup plus ancienne. Ceci, par contre, date de la fin de la vie de Pompéi, disons les années 60-70. Ceci est une image qui est inspirée directement de l'art grec, de tableaux chevalets grecs que nous avons perdus. Seulement ça nous présente la trace, disons, l'écho de la grande peinture grecque complètement perdue. Ceci, par contre, est une publicité. À Pompéi, on a les deux. On a les deux éléments. Et on a même des éléments qui sont entre les deux. Mais comme vous voyez ici, il y a un paysage derrière. Un paysage structuré. Là, par contre, il y a un fond neutre. Ça, c'est pour nous important parce que ça nous montre que même la production artistique était déclinée avec des commanditaires différents. Et ça répondait à des exigences de contextes différents. Le mobilier, juste pour terminer, parce que ce n'est pas seulement la peinture, il y a même les maisons, il y avait du mobilier. Regardez ici un tripode, un bruit-parfum, si vous voulez, un timiaterium en grec, qui représente deux personnages ityphaliques, deux satyres ityphaliques. C'est un chef-d'œuvre de la production en bronze campanienne. Ou encore ici ce monstre, hein, d'un point de vue de sa maladie, c'est voilà, ici, c'est une statuette qui porte un placentarius, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un plateau. Placentarius en latin, ça signifie ça. Et le plateau est en argent, la statuette est en bronze. Donc la sexualité, la déformité même, parce que ça c'est le cas, était présente même dans le mobilier de la maison, comme dans les objets fonctionnels à éclairer la maison. Les maisons pompéiennes étaient extrêmement sombres par rapport à ce que est pour nous un bon niveau d'éclairage. Ici, donc, vous voyez une scène de fellatio. Là, ce qu'en german, on appelle une scène de 69. Hein? Et, intéressant, ceci vient de Pompéi, celle-ci vient de Chypre. Autre chose intéressante que Pompéi nous confirme, le monde romain à cette époque est une koiné culturelle, c'est-à-dire qu'on pratiquait, pas le même genre sexuel, mais on vivait et les objets qui circulaient
étaient les mêmes à Chypre et à Rome. Une sorte de monde globalisé, du moins pour certains types d'objets, à l'occurrence de lampes, comme ceci. Retrouvés dans des contextes très très distants, avec, vous voyez, même le même système décoratif, là et ici. Et la présence de symboles apotropaïques que vous pouvez utiliser et voir à Pompéi, sur tout point, vous trouverez des phallus comme ça, ou comme ceci, hic habitat felicitas. Ici, on est heureux. Ok? Et évidemment, à quoi tout cela servait? C'était des panneaux de fléchage. Ceci, par exemple, le panneau de fléchage du bordel. Pour arriver à Pompéi, je vous rappelle que Pompéi est une ville portuaire, avait un port. Qui descendait devait tout de suite repérer le marin où pouvoir aller. Eh bien, le phallus pouvait identifier cela. Tandis que ceci est un phallus apotropaïque, par bonheur, comme c'est le cas ici. C'est un phallus évidemment peint en rouge. Ici, vous voyez, c'était l'élément qui rentrait dans le mur et qui pouvait bien souder l'objet au mur même. Une image qui était fonctionnelle, parce que Pompéi, c'est une chose qui est même le monde romain. Comment on faisait à Rome ou à Pompéi pour se rendre chez quelqu'un, un ami? Il n'y avait pas des panneaux qui disaient voilà, rue, je sais pas, Charlemagne. Il n'y avait pas ça. Il y avait juste des fontaines, des arbres, des panneaux comme ça qui étaient utilisés par les gens pour de repères, pour dire voilà, j'habite 3 îlots plus loin par rapport au phallus qui se trouve à côté de la fontaine. C'est pas moi que je le dis, c'est Horace. Et donc, vous voyez, un objet comme ça est utilisé même comme fléchage urbain. Ou des objets comme ceci, encore une fois, un personnage ichthyphallique apotropaïque, mais à Pompéi, des objets bizarres, toujours par bonheur, comme ce oiseau en forme de phallus, ou ce que je trouve le plus marrant absolu, est le gladiateur qui se bat contre soi-même, parce qu'il a vraiment un tigre dans les couleurs. Hein. Et donc, ceux-ci sont des tintinabula, vous voyez, des petits clochers qui étaient fonctionnels à garder loin le mauvais œil. Ceci donc nous montre un monde qui vivait la sexualité comme représentation artistique, comme élément décoratif de la maison, comme, disons, façon de commercialiser, voilà, une pratique, hein, son jugement d'ordre éthique. Donc un monde qui est bien loin de ce que la langue veut nous faire croire. Un monde où la misère était régnée souveraine, mais un monde qui nous permet vraiment de décliner, de voir comment les pratiques, les systèmes de vie et disons, de la sexualité pouvaient être pour certains points très proches de notre manière de voir la sexualité et parfois très lointaines, très différentes. Si le sujet vous intéresse, voici une bibliographie, disons, dédiée à partir d'un catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Bruxelles en 2003, Europalia 2003, il y a eu une belle exposition au cinquantenaire. Sinon, il y a une série de livres qui sont consacrés à la sexualité à Pompéi, dont sans doute le plus intéressant est celui de Clay, Looking at Lover-Making, Construction of Sexuality in Roman Art. Ça, c'est vraiment la somme de l'interprétation et de l'analyse sociologique pompéienne. Ceci dit, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.